Bonjour à tous et à toutes. Dans la semaine du son parisienne qui se termine aujourd'hui dans cette très belle salle, magnifique salle qu'est celle du Théâtre du Châtelet. Bravo, merci à vous tous d'être là. On va en discuter entre nous maintenant de cette très belle soirée, mais véritablement merci d'être à l'écoute de cette émission qui est entièrement dédiée en fait à la pratique musicale pour adultes, amateurs adultes, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. La semaine du son se termine, parisienne, s'est terminée à travers un certain nombre d'activités qui se sont déroulées à l'UNESCO, au ministère de la Santé, et ici même évidemment. Alors je vous rappelle que ça a été une formidable aventure, à travers tous les thèmes que nous connaissons de la semaine du son, l'environnement sonore, la santé auditive, l'enregistrement, la production du son, le rapport image et son. Et je remercie ici Costa Gavra d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner justement de cette dimension-là. Et puis nous avons également tout ce qui touche évidemment à l'expression musicale. On va en parler ce soir. Nous sommes partis, nous avons traversé la semaine à travers un certain nombre de manifestations. 10 sujets, pas moins de 10 sujets ont été abordés cette semaine. Incroyable. Ouverture avec Nathalie Dessay, notre marraine, avec Ibrahim Malouf qu'on va découvrir maintenant. Le design sonore des espaces de travail, ça a été le deuxième jour. Le son et le comportement, comment pouvons-nous imaginer que le son puisse déclencher un type ou un autre type de comportement? Formidable aventure et rencontre d'ailleurs à laquelle Ibrahim Malouf avait participé. Réforme 100% de l'audiologie santé, autrement dit en quoi l'audioprothèse devient maintenant un élément pris en charge à 100% dans notre pays, événement majeur, complètement unique dans le monde. Donc on en a parlé de cela et c'était donc au ministère de la Santé. Le pouvoir du son dans l'industrie, organisé à l'ECLIRPCAM, donc comment effectivement le sonore s'installe aujourd'hui durablement dans toute la partie, je dirais, du secteur industriel, sous toutes ses formes. Nous avions également le penser du son ensemble, le son des villes, comment imaginer les villes de demain. Et là où nous avons moult projets évidemment à réaliser, dont celui de Courbevoie dont on a largement parlé. Nous avions le concours également quand le son crée l'image. Comment imaginer une image à partir d'un son? Comment imaginer un film à partir d'un même sonore? Et là, du coup, on a fait, évidemment, on a récompensé de très nombreux lauréats et c'était une très belle soirée également à l'UNESCO. L'audiodescription, vous vous rendez compte, un autre point absolument incroyable dont on ne parle jamais. Comment imaginer aujourd'hui la manière avec laquelle on peut donner à des malvoyants la possibilité de pouvoir suivre tout simplement un film avec toute l'intelligence qui doit être apportée en relation avec le réalisateur. Ça a été donc là aussi l'objet d'une soirée à l'UNESCO. Et puis aussi, sans oublier, une formation au métier du son, un très joli forum où on a réuni à la FEMIS de très nombreuses écoles d'ingénieurs du son. Voilà, pour vous dire que ça a été une grande semaine qui se termine ce soir et qui se termine avec, dans un lieu magnifique, et pour nous y recevoir précisément, eh bien, nous avons là, en présentiel, hein, vu que vous voyez la salle est parfaitement vide, nous avons en présentiel son directeur, Thomas Loriot d'Iprévo, et qui nous fait l'amitié d'être là ce soir pour nous accueillir. Cher Christian, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans toutes ces aventures sonores. Et c'est pour le Théâtre du Châtelet, au-delà du plaisir, c'est aussi un grand intérêt parce que le son, dans un théâtre comme le Châtelet, c'est à la fois notre outil de travail et c'est aussi notre raison d'être. Et quand on cumule l'outil de travail et la raison d'être dans un même concept qui est celui de ce qu'on va pouvoir échanger, partager entre les artistes et les publics à travers le son, ce qui est évidemment le cœur d'un théâtre musical. On est évidemment très heureux d'être activement associé à cette semaine du son. Et puis, pour faire une petite réflexion qui est peut-être plus dans l'actualité, je pense que un théâtre musical, un théâtre en général et tous les lieux culturels ont un besoin crucial de se faire entendre aujourd'hui, plus que jamais. Et je vous remercie de nous donner aussi cette opportunité à travers la semaine du son, dans cette période si particulière pour nous, où c'est si difficile de toucher les publics et de transmettre
tout ce que les artistes ont à transmettre. Eh bien, merci Christian de nous avoir donné cette opportunité de nous faire un peu plus entendre pendant cette semaine du son. Cher Thomas, on a réalisé un sondage cette semaine qui a bien marché, qui est un sondage Opinion Way, la semaine du son, qui nous dit qu'à 82%, les gens ont recours à la musique pour s'en sortir aujourd'hui, pour s'évader véritablement, pour trouver une porte de sortie. Mais en aucun cas, tout un chacun ne dit qu'il y a effectivement la possibilité de remplacer la salle par l'écoute qu'on a chez soi. Je le dis et je le précise bien, car rien ne remplace l'activité vivante, en tout cas telle qu'on peut la trouver dans cette merveilleuse salle, dont l'acoustique, et je tiens à le redire encore une fois, est merveilleuse. Merci Thomas de nous avoir accueillis. Et voilà, maintenant je vais passer tout naturellement le micro à notre parrain, après Nathalie Dessay. Et avec Nathalie Dessay, c'était donc à Ibrahim Mahalouf de terminer, de clore en fait cette semaine du son à travers tous les secteurs que nous avons pu aborder. Alors Ibrahim, je laisse le mot, le petit mot effectivement qui va bien lorsqu'on est parrain d'une semaine du son. D'abord, étant donné qu'on est à distance, est-ce que je peux enlever vous m'autorisez Merci, ça fait du bien. D'abord, merci de m'avoir proposé d'être le co-parrain de cette semaine du son. C'était un vrai bonheur. J'étais très attentif à toute cette semaine, à tout ce qui se passait, et c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. J'étais également ravi de participer à un débat également sur un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et puis surtout, je trouve ça assez cocasse et intéressant. Je ne sais pas si ça arrivera à nouveau dans l'histoire, mais que cette semaine du son que vous avez organisée coïncide avec un traitement du son de l'ensemble de la planète. C'est-à-dire d'un seul coup, la bande originale sonore de toute la planète Terre a baissé de je ne sais pas combien de décibels. Je ne sais pas s'il y avait un micro à quelques milliers de kilomètres de la planète qui pouvait mesurer les décibels projetés par le son de la planète. D'un seul coup, tout baisse là pendant ces périodes de confinement. Il y a beaucoup moins d'activités, que ce soit industrielles ou sur les routes, etc. Donc je pense que le monde entier devrait être à l'écoute de cette semaine du son qui d'un seul coup s'intéresse au silence et aussi à la manière avec laquelle on doit envisager de protéger nos oreilles, de protéger nos enfants, leur éducation sonore, comment soigner la manière avec laquelle on entend, on écoute la musique, mais aussi le monde dans lequel on vit. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant que cette semaine du son arrive précisément à ce moment-là de notre histoire. C'est une dimension parfaitement sociétale et ça, on le sait bien qu'on a à travers cette résolution qui a été déposée à l'UNESCO il y a 2 ans de cela, l'importance du son dans le monde actuel, promouvoir les bonnes pratiques. Eh bien, cette dimension-là a été reconnue par Irina Bokova, d'abord la première directrice générale, puis ensuite Audrey Azoulay, qui nous a dit à quel point ce sonore devait être un élément de construction du monde, de relation des hommes, enfin, de revenir sur l'essentiel dans un monde qui est terriblement rétinien, où effectivement on ne fait que regarder, et que précisément aujourd'hui il est temps peut-être de revenir sur ce que l'on pense en termes de perception sonore, entendre pour mieux voir, je dirais. Et là, je pense que, Ibrahim, vous avez parfaitement répondu à cette question, à travers également des musiques que vous imaginez à travers, certes, les timbres, les harmonies, mais également à travers les sons. Donc, dans toutes vos musiques, j'ai remarqué qu'il y avait aussi toute une part de sonore qui n'a rien à voir directement avec la musique, mais qui fait référence à notre environnement direct. Et je pense que c'est de cela dont vous avez voulu aussi parler. Oui, on en avait parlé en effet pendant le débat, une partie de mon travail où je me suis vraiment rendu compte pendant toutes ces années que le travail du studio est très intéressant parce qu'on est complètement, pour le coup, confiné dans un endroit en général plutôt petit et dans lequel on crée des sons, mais ces sons-là qui sont créés dans un endroit qui a été travaillé de manière acoustique extrêmement minutieusement, avec une précision scientifique parfaite, ce son qu'on est en train d'écouter, qu'on est en train d'enregistrer dans un endroit parfaitement travaillé pour ne pas dépasser, pour qu'aucun son ne dépasse et pour que rien de l'extérieur n'entre, et ben ces mêmes sons
ne seront jamais écoutés dans ces conditions-là. Ils seront toujours écoutés à un moment où on est dans la voiture, à un moment où on est en famille, avec une sono. Donc en fait, on est complètement déconnecté au moment où on enregistre de la réalité de l'endroit où ça va être écouté. Et c'est pour ça que d'ailleurs les artistes, on râle toujours quand la musique est mal écoutée. Mais elle ne sera jamais écoutée comme elle a été enregistrée dans le studio. Et donc, j'ai toujours senti qu'il fallait en permanence, quand j'enregistre dans un studio, sortir et écouter cette même musique dans le contexte dans lequel elle va être écoutée dans la vie, pour qu'elle ait son sens, pour qu'elle existe véritablement à l'endroit où on l'écoutera. Et qu'il n'y ait pas de déconnexion entre elle, sa création, le moment où elle a été créée, et la manière avec laquelle on l'écoute. Eh bien, on va l'écouter, cette musique, justement, maintenant. Alors, avec une formation que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle la formation des chœurs de flûte, d'orchestre amateur d'adultes, car c'était le thème de la soirée qu'on voulait justement mettre en avant ce soir. Et voilà, nous y sommes, un chœur d'adultes amateurs, chœur d'adultes, oui, un chœur de flûte, de gens qui sont tous en fait issus d'un secteur autre que celui de la musique, qui ont tous des activités professionnelles qui ne sont pas celles d'un musicien, et qui viennent nous exprimer ce soir en fait un concerto brandebourgeois numéro 5, donc premier mouvement allegro, sous la direction de Frédéric Colledani.
peut applaudir. Nous sommes quelques-uns pour applaudir cette formation. Christophe Pottet va venir nous rejoindre et nous allons donc aborder notre premier débat. Nous aurons deux débats ce soir, le premier et le deuxième. Le premier, c'est sur la situation des orchestres d'adultes amateurs, orchestres et formation, au sens le plus large du terme. Et puis la deuxième partie, ce sera deuxième débat sur comment envisager l'avenir, justement, comment développer encore plus, évidemment, ces orchestres d'amateurs ou ces formations musicales d'amateurs qui sont encore à un nombre trop peu nombreux, si je puis dire. Donc on va déjà faire un état des lieux et c'est pour cela que j'avais invité un certain nombre d'amis autour de cette table. Le premier d'entre eux, c'est Jean-Louis Vicard, ex-directeur des maisons des pratiques amateurs, qui est un fidèle de la Semaine du Son depuis plusieurs années et qui va donc nous parler précisément de la situation au jour d'aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui dans notre pays. Où en est-on aujourd'hui de la pratique musicale amateur pour adultes, précisément? Grosse question. Nous avons Catherine Morin-Desailly aussi qui sera avec nous aujourd'hui pour en parler. Catherine est sénatrice de la Seine-Maritime, une amie aussi de longue date de la Semaine du Son UNESCO, présidente surtout aujourd'hui en tant que telle de l'Association française des orchestres. Et c'est aussi à ce titre-là que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et puis Christophe Pottet qui nous a rejoint et dont vous avez pu admirer en tout cas l'expression musicale, là, telle qu'elle était jouée par un homme qui n'était pas forcément dans un secteur qui est celui de la musique, car vous êtes architecte. Voilà. Jean-Louis Vicard, c'est à vous que, et évidemment, Ibrahim qui est avec nous. Je disais à monsieur que ça s'entendait qu'il est architecte. Il y a une structure dans le... La musique de Bach aussi est très structurée. Jean-Louis, alors, on va démarrer peut-être sur, dites-nous un peu aujourd'hui où on en est dans cette... Si on voulait faire une cartographie un petit peu de notre situation au jour d'aujourd'hui française, de la pratique musicale pour adultes. Je parle bien effectivement de la pratique pour amateurs pour adultes. Quand on dit pour adultes, c'est au-delà de 30, 35 ans, on va dire. Oui, c'est pas facile de répondre avec clarté à cette question. Cependant, je vais commencer par un point de vue qui n'est pas forcément réjouissant. C'est-à-dire que, par exemple, au cours des 40 dernières années, le nombre de batteries fanfares que nous avions dans notre beau pays, qui était de l'ordre de 2000, est aujourd'hui d'un peu plus de 200. Non, pardon, de 700. Excusez-moi. Excuse-moi, Christian. C'est pas mieux du côté des orchestres d'harmonie, où là, il y avait 2000 orchestres recensés sur l'ensemble du pays, et où maintenant, ils ne sont plus que 800. En 40 années, le nombre a considérablement diminué, même si c'est plutôt parce qu'il y a, enfin, il faut aussi souligner une certaine inégalité au niveau de l'ensemble du territoire. C'est qu'il y a une grande tradition dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est et les Hauts-de-France, où là, ils n'ont pas été remarqués une chute de fréquentation de ces orchestres, qui a quand même chuté considérablement sur l'ensemble du pays. Je souligne aussi que l'Auvergne-Rhône-Alpes est encore aussi avec une certaine vitalité dans ce domaine. Ce constat est moins brutal pour ce qui concerne les orchestres symphoniques. Ce qui est important au moment où, comme Dieu le souhaite, il s'agit de faire un état des lieux, c'est quand même d'essayer de comprendre quelles sont les raisons profondes qui ont conduit à une telle chute. Alors, il est vrai que pour ces formations, il est parfois extrêmement difficile d'avoir un lieu pour répéter, par exemple. J'en donnerai un. On va en parler.
J'en donnerai un pour une ville que je connais bien, puisque la maison des pratiques artistiques amateurs dont tu parlais est celle de la ville de Paris. Eh bien, à Paris, sur 25 orchestres symphoniques amateurs, ce qui est quand même assez conséquent, eh bien, 10 d'entre eux louent une salle pour répéter. Ce qui est quand même une difficulté. Ce n'est pas pour souligner que la ville de Paris, qui fait aussi de gros efforts pour la pratique en amateur, néanmoins, c'est tout de même une des difficultés que peuvent rencontrer ces formations. Catherine, en qualité de présidente de l'Association française des orchestres, justement, est-ce que vous allez dans cette même direction? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Oui, alors l'Association française des orchestres, elle s'occupe avant tout des orchestres professionnels. Mais quand on dit cela, on ne se dédouane absolument pas de réfléchir bien sûr aux pratiques amateurs quand on en a pris la présidence, surtout quand on est une élue locale à l'origine comme moi. Et ce qu'a dit mon voisin sur la problématique tout simplement, toute simple, de la mise à disposition des salles, voilà une condition sine qua non pour pouvoir encourager la pratique amateur et collective. Donc on voit que ça relève des politiques publiques. Si oui ou non, on peut encourager les pratiques amateurs. Mais moi, je note une chose, c'est que en préparant cette table ronde, je me suis fait la même réflexion sur les harmonies, en me disant souvent, quand on participe en tant qu'élu local à des cérémonies patriotiques, le 14 juillet, les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre, aujourd'hui, dans les villages, y compris dans les grandes villes, on n'a plus d'orchestre d'harmonie. On est obligé d'avoir recours à une bonne son. Et c'est fort dommage parce que la participation en amateur de toute une série de musiciens d'habitants de la ville, depuis le plus jeune âge, c'est ce qu'on constate dans les orchestres d'harmonie, c'est depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés qui sont ensemble et qui participent ainsi d'un collectif et de la communauté, du village, de la ville. Alors moi je crois que ça relève d'une désaffection globale des politiques en faveur de la musique depuis le ministère de la Culture, parce que les harmonies, elles sont aussi vivantes, vivaces, elles correspondent à une période où on s'est préoccupé de l'aménagement du territoire, c'était le plan Landowski, c'était la création des conservatoires, des orchestres, et ça a participé d'une dynamique collective et qui avait un effet d'entraînement. Et depuis ces dernières années, une vingtaine d'années, ces politiques publiques au niveau du ministère, elles ne sont plus énoncées. On a créé là récemment le Conseil national de la musique, ce qui est une excellente chose. Mais tout ce qui concerne les musiques de patrimoine et de création, pour l'instant, ils ne savent pas tellement à quelle sauce elles vont être mangées. Ça, je parle en connaissance des causes, en tant que donc, cette fois présidente de l'Association française des orchestres. Du coup, il n'y a pas d'effet d'entraînement, y compris vers les collectivités territoriales. Voilà. Mais je pense que, Christian, c'est formidable que la Semaine du Son s'empare de cette question. Et la Semaine du Son pourrait initier un vaste mouvement en faveur d'un encouragement vers les pratiques amateurs. Je note qu'il y a beaucoup de chorales. Les adultes souvent se retrouvent dans les chorales. C'est peut-être plus facile. Les lieux sont peut-être plus faciles à trouver, mais peu en faveur finalement des pratiques amateurs, en tout cas des orchestres, qui souvent nos jeunes, quand ils sortent d'ailleurs des conservatoires, des écoles de musique, ils deviennent étudiants, ils abandonnent la pratique collective, faute aussi de structures, d'encouragement, de politiques publiques en faveur de ces pratiques. Oui, je rappelle, Catherine, l'idée essentielle de ce thème, c'était évidemment, l'adulte, c'est le référent de l'enfant. On veut toujours que les enfants fassent de la musique. Ça paraît normal, et c'est bien normal, et il le faut précisément. Mais un enfant qui fait de la musique, s'il voit effectivement l'adulte ne pas en faire, ça pose un problème. Autrement dit, il se dit pourquoi moi j'en ferais, pourquoi l'adulte n'en fait pas. Donc c'est bien pour cela, et on sait bien que comme cela se passe dans les familles, effectivement, où les parents font de la musique, les enfants souvent vont à la musique assez facilement. Lorsque les parents n'en font pas, ça pose un vrai problème. Donc c'est un peu ça qui nous a effectivement tracassés au sein de la Semaine du Son de l'UNESCO, et on se dit, oui, effectivement, il faut aujourd'hui peut-être donner l'exemple et que l'adulte soit aussi un exemple. Christophe Potet, voilà, vous êtes un exemple, vous, d'une personne réussie, si je puis dire, en tout cas d'un point de vue musical. Mais comment ça s'est passé, votre arrivée dans le domaine de la musique, et pourquoi vous êtes aujourd'hui toujours capable de vous exprimer musicalement? Alors moi, je voudrais apporter une note positive quand même à ce que vous avez dit. C'est que je trouve que beaucoup de choses passent par le conservatoire. Je suis passé par le conservatoire classique.
Et l'enseignement du conservatoire a énormément évolué. Puisque moi, j'ai commencé le piano dans un conservatoire où on n'enseignait que la musique classique, on n'enseignait que le piano solo. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Les conservatoires se sont ouverts vers les musiques actuelles, vers le jazz, vers d'autres domaines. Moi, il faut savoir que j'ai découvert le jazz à 14 ans avec des disques de Charleston que j'ai écoutés par hasard chez une amie et que j'ai adoré, que j'ai tout retranscrit d'oreille pendant des mois, essayer de jouer les Charleston. Les partitions, ça n'existait pas. Le real book qu'on trouve maintenant dans les marchands de musique, ça n'existait pas. Donc la situation en France, c'est quand même énormément ouverte par rapport à ça. Et je trouve qu'il y a une vraie synergie qui existe déjà et qui est à développer avec les conservatoires, et notamment avec Jean-Louis, on a fait des projets avec une association, parce que les amateurs, c'est beaucoup le tissu associatif. Des associations entre les conservatoires et les associations de musiciens amateurs permettent de développer des projets où les jeunes voient des adultes qui sont passés par les conservatoires, qui ont des métiers et qui continuent à pratiquer pour leur plaisir, pour le plaisir de l'échange, de jouer. Et donc, moi, pour vous dire, j'ai découvert la musique de chambre, j'ai découvert que ça existait. Par exemple, je devais avoir 30 ans. On m'avait fait jouer que du piano. Donc, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Et je tiens à apporter cet élément au débat, parce que la musique de chambre, c'est quelque chose qui est plus simple à pratiquer. Oui. Il y a un répertoire extraordinaire. Et donc, c'est très intéressant pour nous, amateurs, d'aller vers ce type de pratique. Catherine, oui. Oui, je voudrais réagir à ce que vous avez dit, parce qu'il est vrai que dans les années qui viennent de s'écouler, il y a eu une volonté pour les conservatoires de s'ouvrir aux pratiques professionnelles et amateurs. C'est-à-dire que les conservatoires n'ont pas strictement vocation à ne former que des professionnels, mais des amateurs éclairés qui joueront de la musique pour la vie entière. La seule question, c'est l'après, quand on sort du conservatoire, qu'on s'engage vers d'autres études. Quelle structure, comment trouve-t-on aussi le cadre favorable pour pouvoir continuer à jouer de la musique? Parce que jouer de la musique, c'est à la fois une source de bonheur personnel, d'expression personnelle, c'est aussi une source de rassemblement et de plaisir, c'est toujours lié à la fête, à la danse, au chant, mais aussi c'est faire partie d'une communauté culturelle. Comment cette communauté culturelle, on peut encourager à la créer, faire que tous ces talents amateurs, eh bien, ils ne s'éparpillent pas et continuent à se rassembler. Donc il y a un mouvement vers les pratiques amateurs, mais il pourrait peut-être être davantage renforcé tout simplement pour le bien-être de tout un chacun. On conseille la pratique du sport pour être en bonne santé, mais moi je voudrais conseiller la pratique de la musique, parce que toutes les études montrent que dès le plus jeune âge, on aide chez l'enfant, par exemple au cours des études, quand il a des difficultés cognitives, à améliorer ses compétences à l'école. Et puis on voit bien l'effet de la musique sur les personnes âgées frappées d'Alzheimer, les musiciens dans les hôpitaux qui font jouer au chevet des malades. On voit le bienfait absolu que cela peut faire. Donc la musique professionnelle et amateur est tout à fait essentielle au bien-être de chacun. C'est important de le signaler, c'est le collectif dont on parlait tout à l'heure. Et on se plaît à la semaine du son d'UNESCO de dire et de rappeler que la musique n'aurait jamais dû être mise dans une case uniquement culturelle. C'est bien un élément sociétal dont il s'agit. Autrement dit, le plaisir que ces flûtistes ont ressenti tout à l'heure dans leur jeu collectif, c'est un plaisir, une émotion musicale, mais c'est au travers, effectivement, une écoute de l'autre. Autrement dit, il y a quelque part, en tout cas, un plaisir certain qui est celui de la rencontre de l'autre, de l'écoute de l'autre et du partage, n'est-ce pas, Christophe ? Oui, tout à fait, c'est l'occasion. Il faut le dire quand même, c'est important. Oui, c'est ça l'état des lieux. C'est un vrai plaisir, oui, tout à fait. Voilà, qu'on aimerait bien et qu'on n'a pas forcément quand on écoute aussi un instrument de musique et qu'on n'a pas forcément quand on écoute en fait sur son baladeur ou sur chez soi. Je veux dire, la musique ne s'écoute pas forcément que, elle se joue aussi. Et c'est une notion qui est en train d'être oubliée. Cela, j'ai l'impression que on ne fait plus qu'écouter, on n'est plus dans le phénomène de produire un son, d'être acteur sonore. Hein. Ça doit vous faire agir, Ibrahim, ça. Je pense qu'il y a un abandon d'une certaine partie des gens, de cette partie-là de la création, du fait de pratiquer. Mais je pense que d'un autre côté, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire de la musique, mais autrement, avec les ordinateurs, avec... Donc je pense qu'il y a quelque chose un intérêt qui s'est transporté du collectif vers l'individuel.
Et je pense que c'est assez symptomatique d'ailleurs de l'époque dans laquelle nous vivons. Le collectif a laissé complètement la place à l'individuel. Et je trouvais très intéressant ce que vous disiez, Christophe, sur le fait que vous avez longtemps fait du piano, et puis vous avez découvert, en fait, il y a un truc qui s'appelle la musique de chambre, très tardivement, et que vous vous rendez compte que finalement, jouer avec d'autres, en fait, c'est ça qui, quelque part, donne encore plus envie de jouer. Ça m'a vraiment redonné envie. J'avais Voilà. arrêté de jouer pendant 7-8 ans, quoi. Et ça m'étonne pas du tout. D'ailleurs, moi, je vois beaucoup ça dans les conservatoires. Moi, j'enseigne dans les conservatoires, que ce soit municipaux, régionaux, rayonnement régional, etc., depuis un petit moment, en fait, depuis 20 ans. On rend compte maintenant, depuis un peu plus de 20 ans, même 22 ans. Et j'ai toujours vu un peu le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent avec des étoiles dans les yeux et qui ont envie d'apprendre, qui sont d'une volonté incroyable, un peu comme quand ils ont un jouet, ils sont capables d'essayer et d'essayer des centaines de fois, beaucoup plus que nous, ils ont beaucoup plus de patience presque que nous. Et à un moment donné, il y a une sorte de désintérêt progressif qui arrive. On n'arrive pas toujours, quand on est dans le conservatoire, à comprendre pourquoi, mais quand on a un œil un peu extérieur, on se dit, en même temps, il met plusieurs années à faire de la pratique collective, la plupart du temps. Maintenant, c'est en train, heureusement, de changer. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'initiatives maintenant qui poussent en fait à la pratique collective beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais pendant longtemps, la pratique collective, on avait le droit de le faire qu'après avoir un certain niveau de musique. Donc, moi, je me souviens même... Moi, si je n'avais pas des parents professeurs, je n'aurais pas eu le droit de faire de la pratique collective avant d'avoir un certain niveau. Et ça, c'était assez décourageant. C'était encore les parents. Donc, vous le notiez tout à l'heure. Et donc, en fait, progressivement, on se rend compte que l'enfant qui était venu avec des étoiles dans les yeux, qui avait certainement vu ou un concert d'un orchestre, ou je ne sais pas, un opéra, ou même un concert de rock, ou je ne sais quoi, et qui d'un seul coup se dit, moi aussi, je veux faire de la flûte, ou du saxophone, ou du trombone, etc. Il arrive. Et puis finalement, il se retrouve en tête-à-tête avec un professeur pendant 7 ans, 6 ans. Et puis progressivement, il se dit, mais ça sert à quoi finalement ce que je suis en train de faire ? Et en fait, pour rebondir sur tout ce que vous disiez, parce que je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites, et je pense que ce plaisir que vous évoquez, en fait, il crée des souvenirs. Moi, je ne parle que de mon expérience, mais moi, quand j'étais tout gamin, et que j'ai commencé à faire de la pratique amateur. Moi, je jouais à ces cérémonies du 11 novembre, du 14 juillet. J'étais dans la batterie fanfare. J'ai joué à ces cérémonies patriotiques et à ces moments de musique qui créent des souvenirs, en fait. Ces souvenirs-là sont gravés. Moi, je ne les oublierai jamais. Ce sont des moments incroyables. Je me souviens en train de jouer de la trompette dans le froid du 11 novembre avec les lèvres complètement gercées. La difficulté que ça a à Étampes, dans la ville d'Étampes. Et je me souviens de ces moments. C'est des moments un peu difficiles, mais on est un groupe, en fait. Et on s'amuse et on rigole, et puis on rentre ensuite à la maison, puis on se réchauffe, on boit un coup, on papote, puis on passe le dimanche ensemble, et puis on se retrouve plus tard. Je veux dire, ce sont des souvenirs que l'on crée, et ce sont ces souvenirs-là qui, lorsque j'étais plus adolescent, et que je me remémorais des souvenirs d'enfance alors que j'étais encore adolescent, et ça me donnait envie de continuer avec le même groupe de potes, d'amis avec qui je m'amusais. Et puis quand je suis devenu un peu plus âgé et que j'avais 20, 22 ans, que je faisais des concours ou que j'étais au Conservatoire de Paris, je me disais, finalement, si je fais ça, c'est parce que gamin, je m'amusais comme un fou avec mes amis. Et puis quand ensuite je suis devenu professionnel, je me suis dit, mais finalement, si je fais ça, c'est parce que j'ai vécu des moments super intenses depuis mon enfance jusqu'au Conservatoire. Et ce sont tous ces souvenirs qui se créent à chaque fois. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui, quand je fais des concerts ou que j'ai l'occasion de jouer, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire de chaque moment musical un souvenir. C'est ce qui me pousse à faire ça aujourd'hui. Et je pense que vous avez raison, de plus en plus maintenant, on encourage la pratique amateur et la pratique collective jeune, parce que ce sont des souvenirs concrets et c'est ça qui va les encourager plus tard à continuer. Et je crois que le terrain est propice, je me permets juste d'intervenir, de rebondir, parce qu'on est davantage dans une culture participative aujourd'hui. C'est-à-dire que nos concitoyens, ils ont peut-être envie d'aller au musée, mais ils ont aussi envie d'apprendre à peindre, ils ont envie d'aller en concert, mais ils ont peut-être aussi envie de jouer de la musique. Et je crois qu'il faut réfléchir à tout ça dans le cadre, encore une fois, de l'élaboration de nos politiques publiques en faveur de la culture, que financent encore une fois les collectivités territoriales. Je le dis parce que je sais que dans la salle, il y a le secrétaire général de l'Association des maires de France, qui a longtemps présidé la Fédération
internationale des collectivités pour la culture, cher Philippe Laurent, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, et il faut quand même dire qu'il y a les conservatoires, mais il n'y a pas que, il y a les écoles de musique, c'est tout un réseau. Et puis il y a aussi musique à l'école. Il y a beaucoup de programmes maintenant d'éducation musicale à l'école. C'est là aussi que tout passe, cette première sensibilisation, parce que tout le monde n'aura pas le réflexe d'aller au conservatoire. Tous les parents n'auront pas le réflexe d'aller inscrire leur enfant au conservatoire. Donc il faut trouver des premières portes d'entrée. Et puis peut-être redonner aussi un peu plus d'éclat aux écoles de musique aussi, qui sont quelquefois un peu oubliées par rapport au conservatoire. Autrement dit, rééquilibrer en fait. Les écoles de musique sont nombreuses, il faut les générer, il faut les favoriser, il faut leur donner elles sont très soutenues. Moi, je voudrais quand même défendre toutes ces communes, ces villes qui financent ces écoles de musique. Il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années en faveur de celles-ci. Elles ont quelque part un peu remplacé, on va dire, les harmonies à certains égards. Les intercommunalités aujourd'hui, elles commencent à réfléchir à une école de musique qui rassemblerait plusieurs communes d'un territoire, parce qu'il faut plusieurs communes pour faire un orchestre. On parle des orchestres, mais il faut rassembler plusieurs personnes. On va voir comment s'y prendre dans la deuxième partie de ce débat. Vous vouliez intervenir? Non, simplement, ce sont des points de vue qu'en effet je partage totalement, mais ce qui est essentiel, c'est sur la photographie au jour d'aujourd'hui, les conservatoires globalement, que ce soit les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal et intercommunal, quasiment en grande majorité, ces conservatoires se sont ouverts au tissu associatif. Et on ne voit peut-être pas encore le résultat de cette démarche qui a été entreprise il y a quand même déjà au moins une à 2 décennies. On n'en voit peut-être pas encore le résultat, mais je pense que c'est très prometteur. Je pense que on est en train d'y arriver, vous avez raison, on est dans une période complètement propice à ça. Et hier, il y avait d'ailleurs la diffusion je crois sur France 2 d'un concert ici qui s'appelle Symphonissime avec Yvan Cassard, et je vois la qualité du concert qui a été proposé, qui est un mélange entre musique classique, jazz, chanson, etc. C'était dans cette salle hier, et je trouve que de plus en plus il y a des programmes de très grande qualité qui proposent à un public très large du coup de donner une image belle à ce qu'ils sont en train de plus en plus de faire dans les conservatoires, dans les écoles de musique, etc. Et je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que dans les quelques années qui viennent, là, dans les 5-10 années qui viennent, il peut y avoir une sorte d'énorme progrès sur ces sujets-là. Alors on va en parler justement. Je vous remercie parce que malheureusement on doit effectivement envisager la deuxième partie de ce débat. Merci Catherine, merci Jean-Louis, merci Christophe. Et j'appelle nos prochains participants pour évoquer les orchestres adultes amateurs, mais comment les développer encore plus, comment arriver à imaginer des situations où on puisse dépasser quand même, il faut le dire, on est à quelques pourcents de gens qui jouent d'un instrument de musique, Ibrahim. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Moi, je me souviens j'ai enseigné pendant 6 ans à Aubervilliers-la-Courneuve. Et Aubervilliers-la-Courneuve est dans un endroit qui a besoin d'être très, très encouragé sur les pratiques instrumentales, amateurs, etc. Et je me souviens des débats internes au conservatoire lorsqu'on se rendait compte que 80% ou 85% des élèves qui s'étaient inscrits en première année, des enfants qui s'étaient inscrits en première année, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, avaient abandonné. 85% des inscrits avaient abandonné au bout de 3 ans. Ce qui est quand même un constat très triste, quoi. Et donc, il y a déjà, depuis un moment, en effet, des débats sur ces sujets-là. Et voilà. C'est là où l'instrument de musique reprend sa place, c'est-à-dire dans son étui, quoi. Voilà, venez vous installer, je vous en prie. Donc, Valérie Philippin, voilà, qui est à ma droite. Valérie Humet est chanteuse, autrice, compositrice. Elle va nous parler notamment, très impliquée dans tout ce qui touche la voix dans le domaine de la composition, de la création contemporaine, on va dire. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Philippe Laurent, alors qui est
alors qui est un homme qu'on adore parce que vous êtes avec nous depuis plusieurs années, très impliqué et très volontaire dans tout ce qui touche au sonore. Vous êtes secrétaire de l'Association des maires de France, donc ça nous va bien parce qu'avec vous, on est avec l'AMF, si je puis dire, et l'AMF est partenaire, comme vous le savez, de ce mouvement dont on va parler justement. Yefren Carrero, qui est chef d'orchestre passeur d'art de cette très belle réalisation musicale qui nous vient du Venezuela, je veux dire, dont on va parler là, qui est absolument extraordinaire. Et nous avons, pour terminer, donc aussi alors Frédéric qui nous a rejoint, Koledani, qui est notre chef d'orchestre qu'on a pu découvrir tout à l'heure sur cette formation donc, de 13 flûtistes. Alors, moi, je pense que c'est Philippe Laurent qui va démarrer, en fait, tout simplement ce débat sur, selon vous, Philippe, comment aujourd'hui pouvoir dépasser ces 2 ou 3% de Français qui jouent d'un instrument de musique. Et est-ce que, d'abord, l'idée d'imaginer, en tout cas, un développement des pratiques amateurs d'adultes vous paraît une bonne idée, et en quoi peut-être l'AMF pourrait participer? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. D'abord, merci Christian de m'avoir invité à cette table ronde. Avant de répondre ou d'essayer de répondre à votre question, je voudrais juste dire à Ibrahim Malouf que j'étais très ému de l'entendre, parce que finalement, moi j'ai connu un peu la même chose. Mais ça n'a pas continué, hein. Mais en tout cas au début, lorsque j'étais adolescent, puisque j'étais trompettiste dans une harmonie municipale en Flandre, et parmi les meilleurs souvenirs que je peux avoir, c'est en effet ces journées qui étaient assez pénibles parce qu'il faisait souvent froid, de concours d'harmonie en Flandre, en Belgique surtout, hein, qui se déroulaient de manière très régulière. Et en effet, ce sont d'excellents souvenirs parce que il y avait le groupe, il y avait tout ça. Puis moi, j'apprenais, j'étais encore un jeune trompettiste. Voilà. Et quand je suis arrivé dans la région parisienne, dans une école d'ingénieurs, donc j'ai fait partie de la fanfare de cette école. Donc on a continué à jouer pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, quelques années après, j'ai été élu conseil municipal d'une ville de 20 000 habitants. Et je me suis aperçu, avec beaucoup de déception, c'était dans la région parisienne, donc il n'y avait pas de fanfare. Il n'y avait plus de fanfare. Il y en avait eu très longtemps, mais il n'y en avait plus. Et j'ai essayé, comme conseiller municipal, tout jeune, de créer ça. Alors le maire m'a dit, écoute, fais ce que tu peux. Et en fait, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à recréer donc une fanfare municipale dans cette ville de 20 000 habitants, qui est assez connue. Et en fait, alors je le dis, mais je corrigerai après, en réalité, il y avait vraiment un vrai blocage du côté, en effet, du conservatoire, un vrai blocage. Ça ne serait plus le cas aujourd'hui, parce qu'en effet, ça a été dit, les conservatoires ont beaucoup évolué, et ils se sont ouverts. Nous y avons d'ailleurs veillé, nous les élus locaux, parce que beaucoup de maires considèrent, et d'élus et d'adjoints à la culture notamment, considèrent que la musique ne doit pas être limitée à simplement un programme académique, un programme d'enseignement, que ce doit être aussi un facteur de lien social, vous l'avez dit, mais c'est tout à fait exact. Et je crois qu'en fait, il y a eu une évolution qui n'a pas été citée tout à l'heure, qui sont les musiques actuelles. Parce qu'à travers les musiques actuelles, on a vu se recréer des groupes, des formations de gens qui jouent ensemble, qui s'expriment de manière très, très importante, notamment lors des fêtes de la musique, et pour lesquelles d'ailleurs les villes ont souvent aménagé dans les conservatoires, mais pas seulement, en dehors aussi des conservatoires, parce que les conservatoires ne l'acceptaient pas ou n'y étaient pas intéressés, des studios de répétition de musique actuelle. Il y en a de plus en plus. Dans ma ville, nous l'avons fait il y a 25 ans, donc on était une des premières villes de la région, mais ça s'est développé de manière très importante. Et c'est aussi, ces orchestres-là sont aussi évidemment importants à prendre en compte parce que, en jouant ensemble, ils retrouvent évidemment ce lien social dont nous parlions. Est-ce que la ville a su donner aussi des moyens pour pouvoir s'exprimer? C'est peut-être ça qui est intéressant. S'agissant des musiques actuelles, de toute façon, dans les garages, dans des villes assez denses où il y a beaucoup d'habitations, etc., ça ne marche plus. Il faut vraiment des studios équipés, insonorisés, avec éventuellement, si on va encore plus loin, des possibilités d'enregistrement. C'est ce qui existe dans beaucoup de villes maintenant, notamment dans la région parisienne, dans la petite couronne parisienne.
Et ça fonctionne très bien, hein, ils sont très occupés. Voilà. Et donc, je crois qu'en effet, nous avons. Il y a un espoir, parce qu'en effet, les conservatoires ont beaucoup changé. Il y a aussi des MJC ou des centres socioculturels qui ont leur propre. Alors, je dis enseignement, mais ça, les conservatoires n'aiment pas qu'on dise ça. Mais enfin, en tout cas, qui ont une formation qui n'est pas diplômante, mais qui s'adresse aussi à un certain nombre d'enfants et d'adolescents. Et bon, je pense qu'en effet, on a peut-être passé le creux de la disparition de ces formations amateurs. Je souligne aussi, ça a été dit, mais je souligne aussi le phénomène des chorales. Les chorales fonctionnent très bien. Elles se développent et c'est beaucoup plus facile, évidemment, de les accueillir. Alors, en effet, la question des salles, la question de la disponibilité de salles municipales pour pouvoir tout simplement jouer ensemble, c'est une question absolument primordiale. Il faut aussi retrouver un peu le sens de la fête aussi, parce que les fanfares et les harmonies, en fait, c'était un peu la fête, c'est la fête au village. Et ça a un peu disparu aussi. Ça a un peu disparu. Hein. Dans le Nord, on appelait ça la Ducasse. Mais, voilà. Mais ça a un peu disparu, malheureusement. Et donc, retrouver le sens de la fête. Cher Philippe, ce serait illusoire d'imaginer qu'une ville, par exemple, puisse mettre à disposition une salle qui serait dédiée justement à la pratique musicale orchestrale, tout simplement, quoi, voire symphonique d'ailleurs, en fait. Est-ce que c'est d'utopie que d'imaginer cela, qu'on puisse... Est-ce que ça existe? Peut-être bien d'ailleurs, mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait développer cette idée-là? Ah oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout illusoire. Ça se fait. Ça se fait. Ça peut même se faire avec des scènes qui ont un statut professionnel très affirmé, des scènes conventionnées ou même des scènes nationales. Il s'agit simplement d'avoir des accords très, très précis. Ça coûte quand même un peu parce que toutes ces scènes qui sont très bien aménagées, très bien équipées, ont un coût de fonctionnement dès lors qu'on les ouvre qui n'est pas égal à zéro. Mais ça peut se faire, en effet, et ça se fait. Ça se fait, mais certainement insuffisamment. Yefren Carrero, vous êtes l'illustration même du sociétal dont on parlait tout à l'heure, justement, à travers El Sistema, dont vous avez fait partie. Vous en êtes d'ailleurs une des figures, d'ailleurs, en fait. Vous êtes venu du Venezuela, en fait, pour justement lancer Passeur d'Art, diriger Passeur d'Art. Alors, allez-y, exprimez-vous là sur ce terrain-là. Oui, bon, pour moi, c'est vraiment intéressant. Merci d'abord pour m'avoir invité. Et c'est vraiment intéressant de voir comment vous en parlez, comment ça a changé au niveau des conservatoires. Et oui, je viens de Venezuela et ça fait 7 ans que je suis en France. Au début, j'étais là pour faire mes études au conservatoire au CRR de Paris. Et après, au niveau des formations, ce qu'on fait au Venezuela, pour nous, c'était complètement normal. Oui, on apprend vraiment de la collectivité. Oui, premier jour qu'on a l'instrument, on peut déjà jouer dans l'orchestre. Et c'était quelque chose que pour nous, c'était assez normal. C'était vraiment, voilà. Mais ce que c'est intéressant, là, en train de vous écouter, c'est que c'est vrai. Là, je me souviens d'avoir envie d'y aller, de travailler, de jouer de la trompette aussi. Et oui, parce que j'étais avec mes copains, parce que évidemment, on a fait des concerts, parce qu'on a des souvenirs. Après, bon, je viens en France, je vois comment ça marche ici au niveau du travail. Et pour nous, voilà, c'était toujours le plus important, c'était la collectivité, c'était le travail ensemble. Et évidemment, ça donne un côté dans l'ensemble, dans la façon de jouer, que c'est toujours... Et on arrive à y aller très facilement, très naturellement. Et j'arrive en France, je vois le travail individuel, c'est vraiment fort. Là, on voit le niveau qu'il y a. Et c'est extraordinaire. Bon, déjà du Venezuela, évidemment, on écoute beaucoup de ce qui se passe ici en France. Et voilà. Après, je commence mon travail avec Passeur d'Art. Ce qu'on essaie de faire, en gros, c'est vraiment d'aller vers ces côtés de la collectivité, du partage, d'apprendre et développer les choses ensemble. Et pendant que je fais les études, j'étais déjà en train de travailler avec Passeur d'Art. Et c'est très intéressant de voir ces points-là juste après le moment qu'on finit le conservatoire, en fait. Parce que c'est là le moment où on dit, bon, on va trouver un boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut travailler. Oui, il faut travailler. Et c'est là aussi où on dit, j'aimerais bien jouer dans un endroit. Et même si ce n'est pas pro pour l'instant, pendant que je fais des auditions, je vois ce que je fais. Et voilà, d'avoir la possibilité de le faire. D'avoir la possibilité de continuer avec des gens qui sont aussi envie de le faire et tout ça. Et en train de faire ça avec Passeur d'Art, de voir, de chercher des partenariats, de voir les projets, comment on pouvait développer les choses, on a vu ce qu'on peut trouver
au moment de vouloir. Alors aujourd'hui, concernant les orchestres d'adultes, du coup, vous avez des projets aujourd'hui? Oui, clairement, c'était ça. En ce moment-là, on a dit, bon, on va travailler, on va faire un orchestre avec les professeurs, mais aussi avec les élèves pour faire ce partenariat, pour faire venir des gens intéressés, pour partager. Et voilà, là, on a rencontré le gros problème qu'on peut trouver là, c'est vraiment l'histoire de où on va répéter, comment on fait. On doit louer une salle, par exemple. Et oui, c'est vrai. Là, on a eu la chance, avec Passaroda, de travailler même avec le CRR de Paris. Plusieurs fois, on a pu faire des concerts, on a pu répéter, même dans le conservatoire. C'est extraordinaire de voir. Mais en même temps, on voit sur plusieurs villes, plusieurs endroits, avec des maisons des arts, avec des conservatoires, écoles de musique, pour voir comment on peut faire développer les choses. C'était très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a la possibilité de le faire. Après, il y a tellement de choses à faire pour pouvoir réussir à avoir une salle pendant 1h30 un vendredi soir, que deux fois, c'est là le point, et où beaucoup de gens restent et disent, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir au niveau de contact? Et voilà. Alors, j'ai entendu parler de Gustavo Dudamel, qui va peut-être venir à Paris, là, diriger peut-être l'orchestre de l'Opéra de Paris, je crois. Oui, n'est-ce oui. pas? On en parle. Hein, Oui, Donc, il clairement. va peut-être nous aider là-dessus. Il a peut-être quelques idées, lui aussi. Hein, Oui, clairement, là, évidemment, il faut en profiter, que voilà, on va le voir ici dans la ville plus souvent, quoi, maintenant qu'il commence à être le titulaire de l'Opéra de Paris. Du coup, oui, évidemment, là c'est une porte. J'espère vraiment profiter de ce moment, les gens, voilà, là pour se mettre d'accord et pouvoir développer ce projet. Donc, votre demande, elle est surtout effectivement de lieu, précisément pour répéter. J'ai bien compris l'idée, et c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on arrive à débloquer. Complètement. Voilà. S'il vous plaît. Valérie Philippin, elle se promène dans toute la France. Vous avez effectivement une vision transversale, effectivement, de l'approche entre jeunes, moins jeunes, adultes, etc. Et c'est de cela dont vous allez parler, et de votre enthousiasme justement pour faire avancer justement cette musique auprès de toute une population. Oui, alors moi, il faut pour me situer un petit peu. Moi, je viens d'une famille originaire du Nord et de Belgique. Encore, donc, voilà, où la pratique musicale, comme par hasard, comme par hasard. Et je suis tombée dedans toute petite parce que mes parents étaient musiciens amateurs, choristes amateurs, les chorales, effectivement, le fameux courant à cœur joie. Et on était 5 enfants et on chantait en famille. Et donc, il y a quelque chose, après, quand j'ai fait le conservatoire et que je me suis formée pour devenir professionnelle, il y a eu un fossé énorme, en fait, entre ce que j'avais vécu enfance et ce dont parlait Ibrahim tout à l'heure, qui était pratiquer la musique uniquement par l'oralité, puisque nos parents nous transmettaient les chants, en polyphonie très tôt, c'est-à-dire des choses difficiles qui ne paraissent pas difficiles parce qu'on est dans un bain. Donc on mémorise et puis on chante, puis au début on n'y arrive pas, puis peu à peu on y arrive et puis on fait des choses qui sont complexes, alors que quand on arrive au conservatoire on vous dit on va commencer on fait le b.a.-ba, étape par étape, etc. Moi j'ai absorbé la musique, voilà, j'en ai été imprégnée, j'ai eu cette chance. Et l'improvisation, on n'en a pas parlé encore. Je sais que Ibrahim défend beaucoup l'improvisation dans la pratique en général et dans les conservatoires en particulier. Vous en parliez tout à l'heure. Mais improviser, jouer avec la voix, c'était aussi quelque chose de tout à fait naturel. Hein, voilà. Et arriver au conservatoire et puis ensuite dans le métier, puisque en devenant professionnel, il n'y avait plus que l'écrit, il n'y avait plus que le répertoire, un répertoire qui n'était pas forcément très diversifié à l'époque, en tout cas quand j'ai fait ma formation dans les années 80. Et du coup, je n'ai eu de cesse, tout en étant interprète de musique, alors je me suis spécialisée dans la musique contemporaine, je n'ai eu de cesse de retrouver ce que j'avais vécu enfant. Et donc j'ai cherché, effectivement, en travaillant avec des amateurs, en montant des ateliers, en faisant des spectacles qui allaient vers des amateurs et sur lesquels on pouvait faire des partages, c'est-à-dire mélanger des professionnels et des amateurs sur un projet, ce genre de choses. Et surtout, défendre, parce que je donne aussi beaucoup de formations professionnelles, et je défends le fait de commencer et de rester toujours en lien avec l'oralité et la mémoire. C'est-à-dire, il faut pouvoir chanter
ou jouer par cœur, il faut pouvoir improviser de façon totalement libre ou sur partition, enfin pas sur partition, mais sur une forme écrite, comme on le fait dans le jazz. Et ça, bon, c'est une façon particulière d'être en musique que je défends. C'est ce que nous disait Didier Lockwood, qui était parrain de la Semaine du Son, et qui nous parlait de malbouffe sonore. Il nous disait qu'on est dans une malbouffe sonore et c'est épouvantable, le son est hyper compressé, on n'entend plus rien et on n'est pas du tout dans une musique exprimée normalement avec les nuances qu'il faut, etc. Donc jouer spontanément, jouer d'un instrument de musique et via l'improvisation, ça permet justement de retrouver quand même ces qualités qu'on attend d'un son, hein, qui nous permettraient justement d'être un peu plus conscients de notre environnement sonore. Hein. Oui, et il y a aussi le fait que quand on est dans un son qu'il faut reproduire, le son classique ou le son jazz, ou voilà, quand on vous propose un son, il faut avoir baigné dedans pour savoir le reproduire. Il faut en être imprégné. Tandis qu'avec l'improvisation, on peut explorer et on peut découvrir son propre son. Et les deux sont importants, avoir son son et en même temps être capable de rentrer dans une esthétique particulière. Frédéric Colledani, vous êtes chef d'orchestre donc de cette formation amateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour être encore plus entendu aujourd'hui et quelles sont les limites du système et voilà, comment vous voyez-vous en fait l'avenir? Alors déjà, je vous remercie effectivement de nous avoir donné cette occasion de jouer aujourd'hui, qui est une occasion très unique et très spécial pour un orchestre amateur comme nous. Unique pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de public et unique aussi parce que vous êtes dos la salle, ce qui est quand même assez extraordinaire aussi. On est dans une salle extraordinaire et on bénéficie effectivement, nos instruments sont acoustiques, on bénéficie de toute l'acoustique merveilleuse de cet endroit et on prend beaucoup de plaisir à être ici en ce moment. Je voudrais aussi remercier et rendre hommage à Pierre Lambert, que je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était le créateur de l'ensemble il y a une trentaine d'années maintenant, donc qui avait compris déjà il y a pas mal d'années l'intérêt d'avoir ce genre de formation. Et de l'ensemble, quel ensemble? Du chœur de flûte. Ah, d'accord, très bien. Pierre nous a malheureusement quittés au mois de décembre. Et on a j'ai repris le flambeau. On a toujours été soutenu. On parlait des maires. On a toujours été soutenu par la mairie de Massy, le conservatoire de Massy. On peut bénéficier de salles, ce qui est un luxe qui peut être intéressant, surtout en ce moment. Et donc effectivement, avec une formation comme la nôtre, on a une certaine agilité. On a que des flûtes, alors on a tous les représentants de la famille des flûtes, mais on a finalement une formation qui est plus simple qu'un orchestre symphonique ou un orchestre extrêmement complexe avec tous les musiciens. Et quand on joue avec des adultes amateurs, il faut comprendre que les gens ne sont pas toujours disponibles, ils ont des enfants, ils ont des contraintes, ils sont pas des professionnels, et donc il peut arriver qu'ils ne sont pas disponibles. Donc l'intérêt d'une formation comme la nôtre est qu'on sait reconfigurer très rapidement la façon dont on est, et on peut jouer des pièces qui sont écrites pour des quantités de formations différentes. Ça, c'est écrit plutôt pour orchestre de chambre, ce qu'on a joué tout à l'heure. On joue certaines pièces qui sont plutôt écrites pour des orchestres symphoniques. On joue des pièces qui sont écrites pour des orchestres de jazz, plutôt des choses comme ça. Donc on a une grande agilité, et on sait se reconfigurer assez facilement en fonction des aléas qu'il peut y avoir à droite à gauche. Donc je pense que c'est important d'avoir ce genre de choses. Et on essaie d'apporter aussi typiquement, alors on ne le fait pas en ce moment et pour cause, on va souvent jouer dans les maisons de retraite de notre région. Et donc c'est une façon d'apporter à ces gens en fait une musique acoustique, une musique réelle avec des vrais musiciens. On apporte des choses, des musiques qui sont normalement écrites pour orchestre, donc on ne peut pas faire rentrer un orchestre dans une maison de retraite. On apporte avec notre petite formation ce genre de musique, et on peut apporter du vrai son, parce qu'on parle de son en ce moment, des instruments acoustiques, à tout un public qui n'ont pas forcément l'habitude ou les moyens d'aller dans des salles. Juste avant qu'Ibrahim veut prendre la parole, mais juste avant que je vais perdre le fil dans mon idée, il y a d'autres formations autour de vous, qui sont autour de vous aujourd'hui, dont vous vous inspirez. Est-ce que vous vous sentez un peu unique dans votre démarche?
Alors, les ensembles de flûtes, il y en a quand même un petit peu. Alors, en France, il y en a un petit peu. Il y en a surtout beaucoup aux États-Unis. Et on a la chance en France d'avoir globalement une école de flûte de très très haut niveau. Donc on a quand même toute une facilité pour avoir des musiciens de bon niveau. Donc c'est une richesse et une chance pour notre instrument. Voilà, je donne la parole à Ibrahim. Non, je voulais juste rebondir sur une idée, parce que depuis tout à l'heure, on parle des problématiques des salles. On parle des orchestres et de la nécessité d'avoir de l'espace, etc. Mais juste, il y a quelque chose qui pourrait aussi, parce que vous posez des questions et on cherche des solutions. Ah oui, on est là pour ça. Et il y a quelque chose qui pourtant me semble assez évident, mais dont on ne profite pas assez. C'est que les instruments acoustiques n'ont pas besoin d'électricité. Ouais, c'est vrai, contrairement aux groupes de musique actuels qui ont besoin d'amplis pour brancher, etc. Les instruments de musique acoustique, les instruments d'orchestre en général, n'ont pas besoin. Ça, c'est une première chose. Donc, on peut répéter partout, même en extérieur, en fait, quelque part, quand il fait beau. Évidemment, il faut qu'il fasse beau. Mais sinon, on peut répéter en extérieur. Et l'autre chose, c'est que la musique de chambre, ça commence à 2. C'est super les grands orchestres symphoniques, c'est magnifique. Moi, c'est mon petit péché mignon. Moi, j'adore. Je trouve que ça communique une énergie incroyable et j'adore ça. J'en ai beaucoup fait et j'adore en écouter. Mais la musique dans le collectif, pour créer des souvenirs, pour avoir du plaisir, pour participer à des événements, à des concerts, etc. On peut être, je ne sais pas combien vous êtes, 12 ou 13 ici, mais on peut être aussi 3, 5, 4, 2, et même à 2 ou à 3 simplement, avec deux amis ou 2 personnes qu'on ne connaît pas, mais avec qui on devient amis. On peut s'amuser à créer, à arranger, à travailler, peut-être parce que le travail de l'oreille est nécessaire aussi dès le début. Donc si on a quelqu'un dans l'équipe, au moins une personne qui sait par exemple reprendre une chanson connue ou un standard de jazz ou une symphonie qu'on aime bien ou une pièce classique qu'on aime bien, d'un seul coup qui se dit bon attends, je vais retravailler ça un tout petit peu, hop, on peut le jouer à 4. Et ben à 4, on peut trouver des salles beaucoup plus facilement déjà, parce que le problème ce sont les grandes salles. Les petites salles, il y en a beaucoup. Moi à Massy par exemple, moi j'ai fréquenté le conservatoire de Massy pendant plus de 35 ans, parce que mon papa était prof là-bas pendant 40 et quelques années, ou le conservatoire d'Étampes, ou d'autres conservatoires où j'ai travaillé. Il y a tout le temps plein de salles vides, mais vraiment plein de salles vides qui ne sont pas utilisées. On ne nous les donne pas parce qu'elles sont trop petites pour les grands ensembles. Et il y en a plein. Donc il suffirait peut-être d'encourager les petits ensembles aussi et leur donner des opportunités de jouer, comme ici ou comme à d'autres occasions. Et ces petits ensembles-là font exactement le même effet et créent le même souvenir, la même envie, le même... voilà. J'avais juste envie de rajouter ce petit élément parce que je pense que ça peut nous aider vraiment. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème de l'excellence aussi qui pose un problème dans notre pays qui est la France? On veut toujours être très très bon aussi. Hein, et donc quand on ne joue pas très très bien, à ce moment-là, on se dit non, je ne suis pas suffisamment doué ou je n'ai pas les capacités pour pouvoir m'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là chez vous? En tout cas, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais en gros, là c'est très très bien, c'est une super idée en fait. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est on pourrait le faire dans quelle structure? C'est là, c'est plutôt ça. Parce que, évidemment, moi, par exemple, si j'ai un groupe d'amateurs, que voilà, on travaille tous ensemble, comment tu peux arriver au conservatoire et faire... Dans quelle structure on arrive? Et pour réussir à avoir ces points-là, voilà, Et après, au niveau de ce que vous avez demandé, de l'excellence et tout ça, et le point plus fort de la pratique amateur, c'est le plaisir. Oui, évidemment, là, il y a la motivation pour le faire. Et là, il y a vraiment le compromis et le travail qui va nous donner des résultats. Oui, et c'est ça qu'on va transmettre après. Je ne pense pas que forcément, surtout au début, ça va poser un vrai problème pour arrêter le projet, quoi. Moi, je ne sais pas si je suis désolé, je ne vais pas monopoliser. Mais juste, j'ai plein d'idées quand vous parlez. Plein d'idées. D'abord, pour connaître bien les conservatoires, c'est jamais arrivé, en tout cas, j'ai jamais entendu un seul conservatoire refuser à des personnes qui ne font pas partie du conservatoire de venir travailler. Il y a des deals qui se font avec des directeurs de conservatoire, il y a des accords qui se font à partir du moment où il y a une bonne volonté, une envie de venir travailler. Au contraire, le conservatoire a toujours ouvert ses portes la plupart du temps, même à des personnes qui ne sont pas inscrites au conservatoire. Il peut y avoir des exceptions, mais enfin, en tout cas, dans tous les conservatoires que j'ai fréquentés, il y en a quelques-uns, on ouvre toujours la porte. Donc ça, je pense que c'est une idée, à mon avis, à creuser. Et l'autre chose, moi, ce que je dis à mes élèves, la plupart du temps, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, je schématise un peu, ça peut paraître un peu grossier, mais c'est comme ça que je le vois.
dans le développement de la pratique depuis tout petit, quand on ne sait pas faire grand-chose, jusqu'à ce que vous appelez vous donc l'excellence. Pour moi, il y a plusieurs phases. La première, c'est l'initiative, c'est la création artistique. Un enfant, même un bébé de 2 ans, 1 an, est capable de créer. Il est capable d'inventer quelque chose, ce que je raconte tout le temps. Il suffit de voir comment il prend un jouet et qu'il commence à... Et voiture entre dans le garage. Tout ça, c'est quoi? C'est une impulsion créatrice qu'il a innée. Donc, on est tous, depuis qu'on est tout petit, capables d'inventer de la musique. Ça, pour moi, c'est le point de départ. À partir de là, c'est la pratique collective qui va lui donner envie d'utiliser ça et d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est la phase 2. Il y a la phase 3 qui est celle de transition, c'est-à-dire à un moment donné, si tu aimes tellement jouer de la musique, si tu sens que tu as quelque chose à faire dans ce milieu-là, si tu commences à montrer que tu as vraiment des capacités et une envie de le faire, tu as cette 3e phase qui est la plus fragile, on va dire, qui est celle du perfectionnement. Et là, tu dois travailler. Tu travailles tes gammes, tu travailles ton répertoire, tu développes tes capacités techniques, tes connaissances, etc. Donc ça, c'est la phase la plus compliquée. Mais si tout ce qui s'est passé avant, c'est que du bonheur, c'est que du souvenir, c'est que de la création, c'est de l'inventivité, c'est de l'improvisation, c'est de la pratique collective avec plein de souvenirs d'enfance, etc. Alors cette phase-là, elle est géniale parce qu'en fait, on met en pratique et on développe, alors que ça peut paraître un peu, pardon de le dire de cette manière-là, mais un peu emmerdant en fait, quelque part. Personne n'a envie de faire des gammes, hein. Je vous le dis, hein. Même moi, aujourd'hui, après j'ai 40 ans et quelques années derrière moi de musique professionnelle, je peux vous assurer que quand je prends ma trompette pour travailler mes gammes, vraiment ça ne me plaît pas, hein. J'aime pas du tout faire ça. Mais c'est parce qu'on sait ce qu'on a fait au début et tous ces souvenirs qu'on se dit, si je travaille, je vais arriver à un niveau d'excellence qui va me permettre de faire ça en 1000 fois mieux, en 10 puissance 100 de plaisir, parce que je vais encore plus loin dans la qualité de ce que je fais. Et ensuite, on arrive à un niveau évidemment plus professionnel, etc. Donc ces 4 phases-là, si on se passe de l'une de ces phases-là, je pense qu'on perd la personne, on perd le musicien ou la musicienne. Voilà. Ça devrait vous faire agir, ça. Bien sûr, et dans les premières phrases que vous décrivez, le partage enfant-adulte est très important. L'écoute de l'adulte, le partage, que ces jeux soient accueillis comme quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Enfin, c'est par rapport à la thématique proposée, quoi, que les adultes sont des enfants qui sont devenus... Les adultes musiciens sont des enfants devenus musiciens et les enfants musiciens sont de futurs adultes. Et cet espace de partage, il est extrêmement important, primordial. Et on en revient sur la discussion qu'on avait l'autre jour. Je vous invite à regarder cette excellente soirée avec Ibrahim, justement, sur son et comportement, où on parlait justement du rôle du sonore dans la mémoire collective, en quoi le sonore, donc la musique, du coup, en fait, devient un élément fondamental de son devenir soi-même, de son plaisir. Donc il faut que ces adultes soient aussi conscients de cela et que les enfants soient initiés d'emblée. Merci à vous d'avoir participé à cette réunion. Merci donc à Valérie, Philippin, Yefren Carrero. On continue donc à avancer sur cette belle aventure. Michel, Philippe, Laurent, merci de nous donner des portes qui s'ouvrent dans les villes françaises, peut-être, hein, tout simplement. Et Frédéric Coledani, vous allez nous rejoindre bientôt pour continuer avec nous. Et merci d'avoir été le témoin essentiel de cette table ronde aussi. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés, Ibrahim, à un moment clé, le moment où on passe à la musique. Là, du coup, on revient sur l'expression musicale, et c'est vous qui allez vous exprimer tranquillement. Avec plaisir, merci. Avec votre guitariste, François Delporte.
Merci. Alors, je vous laisse introduire le prochain. Oui, allez-y. il y a quand même un public en fait. Hein. Il y a un petit public. On va pas faire semblant, vous êtes là public. quand même. Vous êtes très très éloignés les uns des autres, hein. Tout le monde respecte bien. Monsieur François Delporte, qui est également un musicien belge, qui est avec nous, et avec qui on travaille depuis plus de 10 ans maintenant, et je suis très très content qu'on puisse vous présenter ce duo, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer juste tous les deux. D'habitude, il y a toujours plein de monde autour de nous, un gros band avec batterie, basse, cuivre, etc., etc. Mais là, depuis quelques temps, on a vraiment un vrai plaisir à jouer tous les deux. On a fait un album qui s'appelle 40 Mélodies, et dont sont issus les différents morceaux qu'on va jouer maintenant, qui sont en fait des reprises de plein d'autres projets que j'ai pu faire précédemment. On vient de vous jouer All Around the Wall, et puis on va vous jouer maintenant Happy Face. Allumer le micro, s'il vous plaît. Alors, je vais avoir besoin de vous, même si on ne vous entendra pas très bien. Hein. Vous savez faire ça avec vos doigts ou pas? Alors, on ne vous entendra pas beaucoup, mais nous, on vous entend. Allez, vous continuez comme ça un peu, encore? Faites ça. Très facile. Hein. On y va?
Allez, tout seul, on écoute. Tous ceux qui nous écoutent, même sur Internet, ils peuvent siffler le truc avec eux. Surtout si vous n'entendez pas le public, je vous encourage à siffler évidemment ce que vous entendez là. Encore un peu plus fort quand même. Bravo public. Concept de concert un peu particulier, hein? Très particulier, il y a quelques-uns, oui, il faut qu'on soit assez costaud pour arriver à suivre. Voilà. Oui, oui. Non mais c'est bien, ils se débrouillent bien je trouve. Alors on les entend pas forcément, mais ils se débrouillent bien. Ils sont pas très en plus siffler avec un masque devant la bouche, c'est pas non plus le... On est tous d'accord. Oui, ça nous perd... On va jouer maintenant Red and Black Lights.
Bravo. Merci, merci. On va passer tout de suite au dernier morceau qu'on avait envie de jouer. On avait envie de faire une petite surprise, c'est-à-dire de réunir notre duo, moi et François Delporte, avec donc l'ensemble de flûtes. Voilà, c'est une idée qu'on a eue et que tu as eue aussi. Essayons de jouer ensemble, là, du coup, en fait. Essayons d'élargir un tout petit peu cette expression musicale à l'ensemble de flûtes qu'on a découvert tout à l'heure, qui va venir nous rejoindre, qui nous rejoint là maintenant avec son chef d'orchestre et son pianiste, donc avec Frédéric Coledani et son pianiste Christophe Potet. Ils vont nous rejoindre. Et oui, et en fait, on va jouer un extrait d'une musique que j'ai composée pour un film qui s'appelle Yves Saint-Laurent. Voilà. Cette musique qui s'appelle Défilé, c'est un moment du film où il y a le premier vrai défilé d'Yves Saint-Laurent pour la Maison Dior. L'extrait s'appelle Défilé 1962. Et donc voilà, nous avions envie de le jouer avec vous, puisque c'est une pièce assez orchestrale. Et donc du coup, là, on a la chance d'avoir cet ensemble de flûtes avec nous. Voilà, l'extrait de la bande originale du film Yves Saint-Laurent.
Bravo. Voilà comme c'est termine. Faites Merci. bien nous Merci. rejoindre tout de même. Bravo. C'était superbe, superbe, magnifique. Le chœur des flûtes, 13 flûtes véritablement, donc devant vous là, qui se sont exprimées librement, ou presque. Voilà. Vous dire quoi? Vous dire qu'en fait, une semaine du son, c'est une aventure qui a duré une semaine, certes, même quand elle est à l'UNESCO et ailleurs, et qu'elle va se propager dans tous les pays du monde. D'ailleurs, on l'espère bien, on a 193 pays à convaincre, tu sais, ça prend du temps. Mais je crois que là, en tout cas, la direction générale de l'UNESCO nous aide aussi dans cette direction et nous allons y aller véritablement pour faire que ce que vous exprimiez tout à l'heure, cette idée en fait d'avoir un sonore qui soit planétaire, soit au rendez-vous. Hein, je crois qu'on y est là maintenant et on est juste au seuil de cette situation qui va se réaliser. Nous le savons bien. Nous savons que nous avons raison également de promouvoir le sonore et de faire en sorte que le sonore soit aussi la rencontre de l'autre. Ô combien nécessaire à cette époque que nous vivons en ce moment. Nous avons traversé en fait une période extrêmement difficile. Nous continuons à la traverser. Nous avons réalisé cette semaine du son contre vents et marées. Tout le monde pensait qu'on n'arriverait jamais à s'ouvrir justement sur ce sonore dans une telle situation. Malheureusement, nos amis belges n'ont pas pu y arriver. La semaine du son en Belgique a été contraint forcé d'arrêter et de reporter annuler son rendez-vous. Et plein de manifestations se sont arrêtées. Mais non, voilà, on continue, on y croit et ça a été une formidable aventure. Alors cette aventure, on ne l'amène jamais seule, on l'amène toujours avec un minimum de personnes et d'amis en fait, car c'est une grande aventure d'amour finalement qu'est la semaine du son, il faut le dire. Comme tu sais, même quand on est dans la perception sonore, on est dans l'autre, et d'une certaine manière, on est en relation avec l'autre, directement, je dirais. C'est l'âme qui parle. Eh bien, cette vie collective, eh bien, elle est représentée aujourd'hui par un vice-président qui est à mes côtés, qui s'appelle... Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Claude Robin, je suis le vice-président de la semaine du son. On est tous un peu émus par cette semaine qui vient de se passer, qui était particulièrement intense et tout le monde a beaucoup participé, beaucoup donné de son cœur et de sa musique. En particulier, merci à Ibrahim pour nous avoir fait vibrer comme ça ce soir et d'avoir témoigné sur la pratique musicale et d'avoir du coup créé la contagion musicale auprès de ceux qui ont pu entendre vos propos mardi et aujourd'hui. Donc il me revient le rôle de témoigner au nom des membres de la Semaine du Son qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Donc il y a à la fois ceux qui ont cavalé sur scène pour que tout se passe bien, mais il y a aussi tous ceux qui ont travaillé pendant l'année à préparer cette Semaine du Son et qui sont devant leur écran à nous regarder et ils n'ont pas pu venir se joindre à nous parce que les mesures sanitaires ne permettent pas d'accueillir les membres de la Semaine du Son. Donc on regrette beaucoup qu'ils ne soient pas parmi nous, parce que c'est aussi leur fête et notre fête d'être tous ensemble. Donc nous les saluons tous et nous leur disons à l'année prochaine, en espérant que nous serons en présentiel l'année prochaine. On prévoit d'autres événements durant l'année, et là aussi on espère qu'on sera sorti des contraintes sanitaires pour pouvoir se retrouver. Et donc, mes remerciements vont à ceux qui sont derrière l'écran, enfin devant l'écran, enfin ceux qui nous regardent. Et puis, mes remerciements vont aussi à ceux qui ont permis que cette semaine du son ait lieu malgré tout. Donc, c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup d'organisation pour que nous puissions faire cette semaine du son en ligne. Donc, nous avions prévu initialement, nous étions dit, bon, on va faire en présentiel et en ligne. Donc on a bien fait, puisque du coup ça permet d'être en ligne et en ligne, donc c'est déjà pas mal. Et donc vous avez à mes côtés les permanents de la Semaine du Son, donc avec juste à ma droite Annick Bouvatier, qui est la déléguée générale de la Semaine du Son, et donc on peut l'applaudir. Donc je ne sais pas si les micros entendent les applaudissements. Donc merci Annick pour ton travail, merci à Flavie, donc qui la seconde depuis quelque temps, et qui fait vivre le site de la Semaine du Son et l'interaction avec les membres et les publics. Donc merci de nous avoir rejoints. Et puis Pierre Ponces, qui est le régisseur, il est ingénieur du son. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom de femme.
Pierre Poince. Voilà. Parce que je l'appelle Pierre, et donc comme on n'a pas l'habitude de s'appeler par nos noms de famille, donc excuse-moi Pierre pour cette bévue. Donc c'est eux qui font tourner le bureau, qui font tourner Internet et qui ont calé tous les rendez-vous pour qu'ils soient tous à l'heure et en temps utile. Et puis bon, je tiens aussi à remercier ceux qui ont permis ces captations, parce que c'était pas évident de sauter d'un endroit à l'autre, de transporter les flycasts de l'UNESCO au ministère de la Santé et au Châtelet. Donc il y a une équipe technique qui a su formidablement s'adapter avec les ingénieurs du son et techniciens son, que ce soit du Châtelet, du ministère de la Santé ou de l'UNESCO. Et donc nous avons travaillé avec les équipes de chaque lieu. Et donc ça aussi, c'est une démonstration qu'on peut travailler avec les gens qui nous accueillent. Et bien, donc je voudrais particulièrement remercier, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais du côté coordination technique, donc à part Pierre, il y a eu aussi Catherine Boisero, qui est membre de la Semaine du Son, qui a suivi tout le déroulé et tous les conducteurs, et qui a permis que les conducteurs soient respectés. Nous avons un formidable réalisateur en la personne de Christophe Coutens, donc il doit être dans le noir, dans mon axe, dans mon champ visuel. Je vois la main qui se lève. Donc merci beaucoup à toi d'avoir été sur le pont tous les jours. Merci à ton équipe, donc je ne peux pas citer tout le monde. Et puis je voudrais aussi citer tout le travail qui a été fait par Stéphane Joret, qui a mis en ligne, avec la complexité que ça a, de mettre en ligne en temps réel. Donc Stéphane est plus près de moi, je le vois dans mon champ visuel. Donc il faut mettre en ligne en simultané, en direct, et puis il faut aussi, pour permettre à ceux qui n'ont pas les horaires de la Semaine du Son et permettre toute l'année de pouvoir voir ces formidables rendez-vous, bien, il y a la diffusion en différé, c'est voir et revoir. Je préfère pas employer le mot anglais que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, mais en tout cas, on peut voir et revoir tous les événements de la Semaine du Son et anticiper les prochains rendez-vous de la Semaine du Son sur le site internet lasemaine-du-son.org. Alors, j'ai certainement oublié quelque chose d'important, comme d'habitude. Oui, non, rien d'important, si ce n'est qu'on est aujourd'hui vu par plein de pays en direct en ce moment, des amis d'Argentine, du Liban. Je remercie d'ailleurs Philippe Aractingui, qui est un réalisateur absolument incroyable, qui nous a réalisé, qui a présidé également Quand le son crée l'image sur la Semaine internationale avec l'UNESCO. Il y a des amis qui nous regardent aujourd'hui du Japon, de plein de lieux différents. Et ça, je veux dire, c'est absolument incroyable. Ça, c'est le miracle précisément d'Internet. Quand même, il y a des choses qui se passent en ce moment en images et en son et qui sont assez étonnantes. Là, on doit le dire. Est-ce que nous avons terminé? Oui. Remercier en tout cas tout un chacun, remercier encore le Châtelet, encore une fois une salle absolument incroyable, merveilleuse, dont l'acoustique est tout à fait étonnante. Vous dire que la Semaine du Son, elle ne s'arrête pas aujourd'hui, elle se continue encore sur une semaine encore dans toutes les régions de France. Certaines ont abandonné, d'autres continuent contre vents et marées comme on l'a fait aujourd'hui, et précisément cette Semaine du Son de l'UNESCO, bien encore une semaine de vie en tout cas jusqu'à la fin du mois. Ibrahim? Je pense qu'on peut remercier les musiciens qui étaient avec nous. Voilà. Sans vous, cette semaine du son n'a plus de sens. Voilà. Bravo à vous. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de partager ces moments très intéressants. Et j'espère que toutes ces initiatives permettront de faire avancer les choses. Ah si, j'aurais peut-être un petit truc à rajouter. Je pense que là, tout le monde est parti. Là, ils ne regardent plus, je pense, les gens. C'est fini. Mais non, juste une petite chose quand même. Ça restera quand même dans la vidéo pour la revoir. Voilà. Je le dis pas. En replay. Ouais. Non, mais simplement, je pense qu'il y a une chose aussi qu'on n'a pas forcément évoquée, mais qui pour moi est fondamentale. C'est le renouvellement aussi des personnes qui pratiquent cette musique instrumentale. La musique instrumentale, les orchestres doivent être à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la société qui n'a pas complètement encore accès ou qui n'a pas senti les codes de cette culture-là dans leur quotidien et qui vont y arriver certainement dans les années à venir. Et il y a une partie à qui cette musique appartenait
qui l'ont complètement délaissé. Et donc, il va y avoir un renouvellement, l'écosystème va se transformer dans les années qui viennent. Et je pense, et j'espère que beaucoup des jeunes d'aujourd'hui qui pensent que cette musique ne leur appartient pas ou qu'elle ne correspond pas à leur culture vont progressivement l'adopter. Et j'espère que les orchestres de demain, qu'ils soient des orchestres amateurs comme des orchestres professionnels, seront à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Voilà. Attention, tu vas t'engager à devenir le parrain de ce mouvement. Hein. Attention. Hein. Je ne sais pas. Bon. Ah non, c'est pas, je sais pas. J'aimerais bien que tu t'y engages là, du coup. Hein, c'est très important. Non, mais c'est déjà fait, je crois. En tout cas, merci à tous. On vous dit à l'année prochaine, tout simplement, pour ceux qui nous rejoindront à Paris. En tout cas, merci à tous. Et ainsi se clôt aujourd'hui donc la semaine du son d'UNESCO au Châtelet. Merci Ibrahim. Merci à vous tous.